Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Situation confuse au centre-ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, dans la soirée de ce vendredi 29 juillet 2022, jour de l'enterrement des civils décédés lors des échauffourées contre la MONUSCO. Les organisateurs de ces activités funèbres qui voulaient enterrer les leurs à l'espace Floride ont été empêchés par la police car n'ayant pas reçu l'autorisation. Ils ont décidé de défiler avec les corps des victimes de la morgue à l'hôpital de Matanda jusqu'au rond-point UGH où l'incident s'est produit. Réaction du porte-parole de la MONUSCO aux manifestations de la population de l'Est qui exige le départ de la MONUSCO jugée inefficace en RDC. Kassim Diané d'indiquer que le plan de retrait programmé de la force onusienne est conditionné en accord avec les autorités congolaises par le retour de la stabilité et de l'état de droit dans les 3 provinces où les casques bleus sont encore déployés. Suivez. Ce plan qui a été conjointement convenu avec le gouvernement prévoit qu'il y aurait 18 jalons d'indicateurs de progrès sur tous les domaines, la sécurité, la restauration de l'état de droit, la justice, le système pénitentiaire, etc., dans les 3 provinces qui nous restent. Donc je crois qu'il est important dans cette optique de baisser les émotions, les tensions et de s'en référer à un document qui existe et qui nous lie avec les autorités, bien entendu, avec les partenaires des Nations Unies. Peut-être devrions-nous communiquer plus sur ce plan conjointement avec le gouvernement et c'est ce qu'on a donc agréé mardi dernier avec son Excellence le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Peut-être qu'il nous faudrait renforcer ce cadre de partenariat, discuter du plan, discuter des jalons et communiquer en toute franchise avec le public. Je peux comprendre l'émotion, les frustrations qui existent et tout le reste, mais il y a un cadre qui existe et il faudrait absolument revenir à ce plan-là. Une rébellion en gestation à Kwamut dans la province de Mai-Ndombe, c'est ce que dénoncent les députés nationaux et provinciaux originaires de Mai-Ndombe par le biais de l'honorable Guy Massono. Chizale Toko l'a approché à cet effet. Depuis quelques mois, une situation déplorable d'insécurité fait surface dans les territoires de Kwamut, surtout dans le groupement Bateke Sud. Cette situation macabre et alarmante est l'œuvre d'un groupe bien organisé qui formerait une milice armée, qui déjà annonçait des représailles contre la population autochtone. Les annonces belliqueuses fréquentes de ce groupe armé ont commencé à mettre la population dans le mois le plus total. En effet, en date du 7 février 2021, un certain chef de groupement habitant Kasongolunda dans la province du Kwango avait écrit à l'administrateur chef de territoire de Kwamutu. Lettre dont copie a été réservée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par laquelle il revendiquait les terres du territoire de Kwamutu, prétendant vouloir les récupérer car, dit-il, les Téké seraient originaires du Congo-Brazzaville. Aussi, par la lettre du 5/9/2021, signée par un certain Makambo Balosa Thomas, vivant dans ces territoires, instigant aux fermiers à ne plus payer les redevances coutumières d'une part, et d'autre part à ne pas obéir à un seul chef Téké, car ils doivent récupérer ces terres de Téké. Après quelques temps, un groupe armé s'est organisé, composé exclusivement de Baya, lesquels ont commencé à livrer une fois de plus leurs intentions de conquérir les terres Téké, y compris ces villages. Ainsi, plusieurs villages sont déjà conquis après avoir incendié des maisons et y ont installé leur propre nouveau chef. Le 10/6/2022, cette milice a incendié le village Masiambe et installé son propre chef de cette même tribu. Le 15/6/2022, elle a incendié le village Ntia. Le 27/2022, c'était le tour du village Nziamé et elle a installé un chef de la même tribu.
Le 27/7/2022, le village d'Oumou, chef-lieu du groupement de Bateke Sud. Autre chose, le président honoraire de la CENI, Corneille Nangaa, a pris part ce vendredi à une séance académique sur les batteries lithium cas de la machine à voter organisée par le Conseil économique et social. Témoins de l'événement, Maxime Makabou et Bob Nzamba. Prenons part ce vendredi 29 juillet 2022 à cette séance académique organisée par le Conseil économique et social sur le batterie lithium cas de la machine à voter. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, a tenu à expliquer de manière succincte à ses experts économiques et sociaux, outre l'essence ou l'importance des lithium dans la machine à voter, son fonctionnement ainsi que ses caractéristiques. Par le Conseil économique et social pour témoigner et donner plus ou moins notre expérience sur la façon dont nous avions pu utiliser la batterie au lithium avec la machine à voter. Évidemment, il y a aujourd'hui un grand débat lancé un grand engagement pris par le président de la République pour arriver à l'industrialisation et surtout à la fabrication des batteries électriques à partir des non-minéraux qui sont effectivement le lithium, mais surtout les cobalt, les nickel et autres. Nous, en utilisant la machine à voter, la CENI avait déjà expérimenté les batteries au lithium. Il était donc question de leur donner plus ou moins un éclairage sur cette expérience. Nous avons été invités par la commission à donc créer quant à ce, parce que le Conseil économique et social va devoir donner un avis au gouvernement, au président à la présidente de la République, au Parlement, donc à la nation, sur cette question. Nous sommes venus donc comme experts éclairer la religion des conseillers sur la question. Satisfaction du président de la commission ad hoc batterie de voitures électriques mise en place par les 10 conseils. Monsieur Corneille Nangaa, c'est un monsieur qui a une grande expérience dans les batteries électriques. Et c'est pour cette raison, comme la CENI a utilisé ces batteries pour les élections qui ont eu lieu en 2018, et nous avons jugé qu'il était important qu'il puisse venir nous en parler. Et je peux vous assurer que son exposé, je ne le connaissais pas. C'est un monsieur que je ne connaissais pas, mais franchement, il maîtrise cette histoire-là. Notez que le Conseil économique et social a pour mission de donner les avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République et les deux chambres du Parlement. Et puis l'actuel président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a dirigé jeudi, en présence des membres du bureau et de la plénière de cette institution, l'assemblée plénière consacrée à l'examen et l'adoption des travaux d'appropriation des mesures d'application de la loi électorale en vigueur. Suivez. Après la promulgation le 29 juin 2022 de la nouvelle loi électorale par le chef de l'État, il revient donc à la CENI de prendre de nouvelles mesures d'application en vue de prendre en compte les innovations introduites par la dite loi, qui elle-même est issue de la proposition de loi du G13 et du rapport général du processus électoral de 2012 à 2019. 7 jours durant, nos experts juristes ont réfléchi en commission sur la nouvelle écriture des dites mesures d'application qu'ils soumettent aujourd'hui à notre examen pour adoption. J'ai personnellement, à travers les directeurs de cabinet adjoints d'Eric Banza, j'ai suivi donc le déroulement des dits travaux et j'ai apprécié la qualité des débats qui ont été engagés par chacun et chacune des experts juristes. Ceci prouve une fois de plus l'expertise avérée de nos experts juristes dans les questions relatives au droit électoral, spécialement celles ayant trait au cadre légal et réglementaire. Ainsi, à travers ces travaux,
l'occasion nous est donnée à nous tous, membres de l'Assemblée plénière de la CENI, de nous approprier de nouvelles mesures d'application en ce que nous sommes appelés à conduire et surtout à superviser les activités opérationnelles découlant de la loi électorale. Nous avons aussi donné l'opportunité aux parties prenantes de nous envoyer leurs propositions pour pouvoir davantage enrichir ces mesures d'application. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier les membres du bureau et de l'Assemblée plénière, particulièrement le premier vice-président, M. Bienvenu Ilanga, et ainsi que les membres Fabien Boko et Mme Adine Dor Omokoko, ainsi que les cadres et agents qui étaient impliqués dans l'organisation et le succès de la gestion de cet atelier d'écriture de nouvelles mesures d'application. J'invite les plus jeunes de nos experts juristes à capitaliser non seulement les connaissances acquises lors de ces 7 jours, mais également celles qu'ils vont apprendre à l'occasion des travaux de ce jour. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, poursuit sa visite d'itinérance et d'inspection afin d'évaluer et de s'assurer de l'effectivité de la gratuité du programme des accouchements et des prises en charge post-néonatales et prénatales dans les hôpitaux de la capitale. Le numéro 1 de la santé était le jeudi dans la partie ouest de Kinshasa. C'est un reportage signé Pauline Mboyo, rendu ici par Gisèle Etoko. Pour cette deuxième phase de la tournée, 9 formations hospitalières de districts de la Lukunga et de la Funa ont été visitées par la délégation ministérielle. L'objectif étant d'identifier toutes les structures qui contribuent à la matérialisation de la vision du chef de l'État, notamment en ce qui concerne la gratuité des accouchements et soins prénatals et postnatals, dont l'expérimentation commence par la ville de Kinshasa. Ce programme s'inscrit dans le cadre du régime d'assistance médicale de l'État aux personnes vulnérables et aux indigents que le ministère de la Santé publique est appelé à matérialiser sur l'ensemble du pays. Le ministre Jean-Jacques Mbongani a débuté sa tournée par l'hôpital général de référence de Kimbondo, Mamakoko, dans la zone de santé de Mongafula, puis au centre hospitalier La Borne et Binza dans la commune de Ngalema, au centre de santé de Kitokimosi dans la commune de Selembaou, à l'hôpital général de référence de Makala dans la commune de Makala, au centre mère et enfant, hôpital général de référence de la commune de Bumbu, au centre hospitalier Maman Pamela Belarsi dans la commune de Kassavubu et à l'hôpital général de référence de Kitambo. D'après le ministre, 9 zones de santé sur les 35 que compte la ville de Kinshasa pratiquent déjà la gratuité des accouchements. Le chef de l'État, le 30 juin, a dit ouvertement que l'accouchement, les consultations prénatales, postnatales et néonatales seront prises en compte par le gouvernement. Ici à Kinshasa, sur les 35 zones de santé, 9 zones de santé font déjà de la gratuité de la maternité. Maintenant, le but est que cela s'étende dans les 26 autres zones de santé. Voilà tout l'intérêt de notre itinérance aujourd'hui pour identifier les structures de l'État et même les structures confessionnelles et privées qui appuient l'État dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. La prise en charge de médecins, nous avons eu un atelier à Bibois et je peux vous dire que le gouvernement a rencontré l'attente du banc syndical des médecins. 1640 médecins seront alignés au T4 2022. 350 presque nouveaux médecins EOMI seront également alignés. Donc cette question a été vidée à Bibois, mais la porte est ouverte parce que nous continuons à discuter avec le banc syndical. Et l'hôpital militaire Konchachi dans la commune de Ngaliema a été le point de chute de cette tournée d'itinérance et d'inspection dans les structures sanitaires de la zone Kinshasa-Ouest. Ici, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, s'est imprégné de l'évaluation des travaux de modernisation de cette formation sanitaire dont l'inauguration aura lieu bientôt sous le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette visite a permis au docteur Jean-Jacques Mbongani de palper les réalités et en a aussi profité pour faire l'état des lieux des matériels et équipements médicaux de tous les hôpitaux. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a reçu également quelques désirata venant des responsables médecins, directeurs et chefs de zone de chaque institution médicale ciblée.
Partout où il est passé, la délégation ministérielle a tenu de se rassurer des conditions de travail et du plateau technique de formation hospitalière en perspective de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle. Dans toutes les structures, les problèmes sont presque similaires. Déficit en termes d'outils informatiques, réhabilitation et équipements médicaux, mais aussi la situation socio-professionnelle du corps médical. Par exemple, à l'hôpital général de référence de Makala, ex-sénatorium, en réhabilitation depuis l'incendie qui avait ravagé son 4e étage, il se pose un problème d'ascenseur dont la remise en service exige une somme d'au moins 10 000 $ américains. La visite d'inspection du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la ville de Kinshasa va se poursuivre le jeudi prochain par le district de Moamba. Tout à fait autre chose, mise en vente aux enchères des blocs pétroliers et gaziers par le gouvernement congolais. L'environnementaliste et professeur d'université Joseph Malassi qui salue l'initiative tout en indiquant que cela permettra de booster l'économie congolaise en faveur du bien-être social de la population. Il a été interrogé par Maxime Makabou et Bob Nzamba. Présidé jeudi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la cérémonie du lancement officiel d'appel d'offres pour la vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, une démarche que juge avantageuse le professeur Joseph Malassi, car, dit-il, cela permettra au pays de booster son économie à travers l'utilisation en bon escient de ses ressources. Bien sûr, ce sera profitable pour la population congolaise, parce que les réserves pétrolières de la RDC sont estimées à plusieurs milliers de milliards de dollars pour les estimations actuelles. Donc, c'est une richesse naturelle qui va être mise en valeur. Et c'est pour nous l'occasion de féliciter le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour ce courage et pour cette vision. Parce que, comme il a dit lui-même, on ne va pas continuer à contempler nos ressources et observer nos populations croupir dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. Il y a une solution à trouver et la RDC a le droit, comme tout pays du monde, de pouvoir mettre en valeur ses ressources naturelles. Et ces ressources se traduiront en revenus pour l'État et ce revenu sera mis au service de la population comme toujours. Et face à la pression exercée par l'ONG environnementale Greenpeace au gouvernement congolais pour qu'il renonce à l'exploitation de ces blocs pétroliers dont elle estime la majorité sont dans les tourbières et les aires protégées, le professeur Joseph Malassi calme les ardeurs. Non, les ONG, lorsqu'elles expriment des inquiétudes, tout d'abord, de par leur mandat, ils ont signé des contrats avec l'État congolais, ils ont le droit d'exprimer des inquiétudes. Je ne sais pas de quelles inquiétudes vous parlez, mais de manière générale, une ONG qui exprime des inquiétudes, elle a le droit parce que c'est la société civile, elle accompagne l'action du gouvernement. Cependant, ce que les ONG doivent aussi faire, et ce qu'elles doivent apprendre à faire, c'est de faire confiance au gouvernement et d'écouter le gouvernement. Parce que lorsque nous avons faim et soif, pour ceux qui sont des Congolais, on souffre avec eux ici. Et personne ne nous offre le développement. Le développement, c'est chaque pays qui doit le chercher. Et surtout aujourd'hui, on est en train de parler du développement durable, développement vert, développement sans déranger l'environnement aujourd'hui. Et la RDC est mieux placée que n'importe quel autre pays au monde. Nous ne sommes pas un pays émetteur. Si vous prenez les émissions de la RDC, c'est moins de 0,05%. Alors que nous avons des pays qui émettent 30%. En 2020, la Chine à elle seule a émis plus de 30% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Vous voyez, je parle de la Chine parce que ce sont des chiffres qui sont connus. Les États-Unis, eux, ils ont émis plus de 18%. L'Union européenne, l'Inde et ainsi de suite. Donc, nous sommes dans une situation où les États sont dans un dilemme. Il y a des problèmes de développement, il y a le problème de la pauvreté, il y a le problème de l'environnement et du développement durable, il y a le problème du changement climatique qu'il faut concilier. Et c'est là le vrai problème. Les jeunes devraient comprendre ça. La RDC... Ainsi prend fin cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à Fiston Atunga qui l'a réalisé et Olivier Longwango était derrière la caméra. En leur nom, je vous dis merci de l'avoir suivi.